Bonjour à tous et bienvenue au podcast. Dans cet épisode, nous explorons le parcours exceptionnel de Jacqueline Simoneau, quadruple médaillée d'or en natation artistique et étudiante en podiatrie. Découvrez comment elle combine haute performance sportive et études universitaires. Jacqueline, merci de nous rejoindre. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Je suis vraiment très honorée. Et dans le fond, encore une fois, pour mettre en contexte tout le monde, on veut faire un tour sur ton parcours, qu'il soit olympique, professionnel, et aussi au niveau de ton début de carrière et tout. On va faire un petit peu un retour dans le temps, une Olympien qui décide de devenir podiatre. Je pense que beaucoup de gens sont curieux qu'il soit déjà podiatre, étudiant, ou même à l'extérieur du domaine. Ça reste super intéressant. Pour commencer, pourquoi la natation artistique? Comment t'en es venu à ça un petit peu? Mets-nous un peu en contexte. Oui, donc j'ai toujours adoré les sports quand j'étais jeune. Écoute, hockey, soccer, baseball, n'importe quoi, you name it, je l'ai fait quand j'étais jeune. Et c'est OK? à peu près à l'âge de 5 ans que j'ai vu les Jeux olympiques à la télévision, puis je savais pas exactement c'était quoi. J'ai demandé à mes parents de m'expliquer. Bon, c'est vraiment la meilleure compétition, le plus tough compétition au monde, qui rassemble les meilleurs athlètes de leur discipline. Et quand j'ai ça, ben j'ai absolument trippé. Je savais quelque chose à l'intérieur de moi qui voulait aller atteindre ce plus haut marche là dans le domaine du sport. Et là, il fallait choisir un sport, évidemment. Puis j'ai adoré les sports aquatiques. Donc j'ai tombé sur la natation artistique, qui était dans le passé appelée la nage synchronisée. Et ce que j'aime de ce sport-là, c'est que c'est une combinaison de plusieurs sports. Donc, premièrement, c'est un sport individuel, mais aussi équipe, où on travaille tout seul dans l'épreuve de solo, avec un partenaire dans l'épreuve de duo et avec une équipe complète dans l'équipe, évidemment. Mais pour faire ce sport aussi, ça prend beaucoup de cross-training, dont la course, vélo, du gym, ballet, pilates. Donc, ça prend plusieurs sports pour être bon dans ce sport-là. Donc, ça m'expose à plusieurs d'autres domaines aussi, ce que j'adore. Ouais, ben ça, hein, la natation artistique, c'est du cardio, c'est de la synchronisation avec les autres, évidemment, dans la compétition. C'est musculaire parce qu'il faut faire des cabrioles dans l'eau quand même beaucoup. C'est quand même assez intense. Mais à 5 ans déjà, ouais, beaucoup de gens, ils sont pas encore sûrs de savoir quoi mettre le matin à 5 ans, mais t'avais décidé ça, j'adore. Oui. Super, super motivant. Puis, dans le fond, après ça, tu as commencé au niveau junior, je présume, les compétitions. C'est à quel âge tu as commencé à vraiment y aller mode compétitif? Comment ça fait la transition entre papa, maman, j'aimerais ça faire de la natation artistique, puis le parcours que t'as amené à tes premières compétitions, ça a été organique, les parents étaient comme supportifs, let's go, ou est-ce que les parents étaient comme, ouais, on va voir, on va essayer d'abord de l'amener à des cours de piscine, je vois déjà, avant d'y aller. Ben oui, exactement. Et comme tu dis, c'était pas nécessairement organique. Je vais avouer, mes parents, évidemment, ils veulent supporter les rêves de leurs enfants. Donc, ils m'ont apporté la piscine à chaque jour. Mais j'ai quand même eu un petit peu de résistance. À niveau de mon club aussi, j'ai commencé le OK? sport. J'avais pas vraiment le build physique naturel pour bien faire dans mon sport. J'étais pas assez grande, ce qui n'est pas sur mon contrôle, mais j'avais pas la flexibilité que ça prenait d'atteindre un certain niveau. Donc, de faire les splits, par exemple, à terre. J'étais très, très forte. Écoute, je venais de hockey, puis du soccer, de la course, des sports assez puissantes. Donc, c'était une grosse domaine que j'avais aucune idée qu'est-ce que ça prenait. Donc, je suis arrivée première dernière dans ma première année, même deuxième année, je pense, de compétition. Mais après ça, j'ai vraiment pris les choses dans mes mains, le ownership, pour demander, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer parce que j'adorais ce sport-là. Puis c'est à force de demander aux entraîneurs, puis de travailler vraiment assidu, d'avoir une bonne éthique de travail à la piscine, puis même à la maison, de travailler là-dessus, que j'ai monté sur l'équipe nationale à l'âge de 12 ans, sur l'équipe youth, ensuite sur l'équipe junior et ensuite sur l'équipe olympique. Donc après ça, ça s'est monté assez rapidement, mais it was a rough start, je vais avouer. Oui, hein, c'est ça, la transition de pas avoir nécessairement les qualificatifs physiques que tu n'as aucun contrôle vers après ça. À mon avis, ça t'a probablement fuel d'un côté de savoir comme t'es pas supposé être capable. Toi, t'as dit, attends, pas capable, on va y arriver. Fait que ça a dû être un bon booster là-dessus. Je regardais un petit peu ta première, c'est ça, vers 8 9 ans, je pense, les premières compétitions qui avaient eu lieu. Exactement. Exactement. Puis à ce moment-là, est-ce que tu avais eu beaucoup de gens évidemment connaissent pas un parcours d'un Olympien, comment ça se passe pour devenir en fait euh, aussi haut niveau. Est-ce qu'il y a des coachs spécialisés dans le fond? Est-ce qu'il y avait comme des
je pense par exemple au basket ou au soccer, dans les gradins, des fois, il va y avoir des spotters qui vont aller remarquer des joueurs étoiles, des gens qui ont l'air d'avoir du talent. Est-ce que dans la natation, c'est la même chose? Dans les gradins, des fois, il y a des spotters olympiques qui font ça a du potentiel. Oui, non, exactement. C'est très, très similaire. Donc, dans le parcours d'un club, on a des coachs plus techniques, mais on a aussi des préparateurs physiques. Et ensuite, lors des compétitions, on a des directeurs d'autres performances sur les équipes nationales, sur les équipes olympiques qui sont présentes, qui peuvent voir un petit peu de talent ID, talent spotting, puis nous apportent à des camps d'entraînement. Moi, je l'ai fait un petit peu inorganiquement où j'ai réussi à quand même ressortir au niveau des résultats à un jeune âge qui m'a fait ressortir puis ensuite rentrer par défaut sur cette talent ID. Mais oui, tout à fait, c'est comme le hockey, comme le basket, le volley aussi. Ouais, très cool, les gens spotent. Est-ce que ça arrive des fois qu'ils te spotent pour par exemple, natation, ils te spotent pour dire tu vas être meilleur dans tel type de natation, mais pas nécessairement artistique, puis ils essayent d'orienter j'allais dire l'artiste, mais l'athlète, c'est un peu les deux, vers cette direction-là, ou est-ce que généralement, quand un athlète a une idée en tête, ils vont généralement la pousser dans cette direction? Comment ça marche par rapport à ça? Je dirais qu'il y a quand même une bonne collaboration entre les sports interdisciplinaires aussi. Là. Oui, dans la profession de la médecine aussi, mais dans les sports aquatiques, mais aussi hors aquatiques aussi. Le Comité olympique canadien fait vraiment un excellent job pour que les fédérations sportives se parlent une entre l'autre pour savoir c'est quoi les atouts recherchés dans certains sports pour pouvoir combler ces demandes-là. Fait que parfois, ça arrive très souvent d'avoir des échanges, puis il y a même ce que s'appelle le camp des recrues Oui. RBC, qui est un Talent ID Camp à chaque année. Puis, c'est des athlètes qui peuvent essayer de n'importe quel sport. Puis, des fois, c'est un athlète qui vient de rugby, puis finalement, jumelé avec l'aviron, puis il s'en va gagner une médaille olympique. Donc, c'est très, très Yeah. fascinant, des fois, de voir que c'est quand même transferable, ces skills-là. Parce que c'est vrai, pour le public, c'est des fédérations, donc chaque sport, chaque discipline a une fédération à part entière avec ses recruteurs, son univers et tout. Ah, intéressant. Puis Exactement. justement, les camps de la RBC, c'est ça? Oui. Parle-moi un peu de ça. C'est quoi exactement? Comment ça marche? Oui, dans le fond, c'est un programme qui est organisé par la Banque. C'est un commanditaire du Comité olympique canadien. Et OK. pas, pas besoin d'être un athlète pour essayer, mais à chaque année, il y a le camp des recrues à travers le Canada. Et c'est une série de tests qui se fait, par exemple, test d'endurance, test de puissance, test de flexibilité. Ça teste vraiment tous les différents atouts. Puis ensuite, ils choisissent les meilleurs de certains secteurs. Ensuite, il y a une compétition provinciale et ensuite nationale. Et lors de ces camps-là, il y a des recruiters de chacune des fédérations sportives. Donc, ça se peut qu'ils voient quelqu'un, ah, toi, tu serais bon en aviron, toi, tu serais bon en lutte. Puis, ils choisissent ces athlètes. Il y a des subventions aussi financières pour les aider à leur supporter dans leurs premières années dans le sport aussi. Très cool. Fait que c'est comme un tournoi, en fait, où tout le monde peut s'inscrire. Puis c'est là où voilà, ceux qui se préparaient plus, évidemment, vont ressortir plus. Puis est-ce que ces camps-là sont multisports? C'est où il y a il y a comme des sections plus pour natation, des sections plus pour course, ou c'est vraiment multisport en général? C'est vraiment très multisport, puis je dirais que c'est quand même des tests assez génériques aussi qu'on fait dans la plupart des sports. Donc, comme nous, par exemple, à chaque début de cycle de l'année, on fait des tests de puissance comme des tests de chin-up, des tests d'endurance, de course. Donc, c'est ça que le camp fait, des tests de saut, des tests de course. Donc, c'est quand même ces tests génériques-là qui fait en Oui. sorte qu'on a un baseline testing, puis voir à partir de ces tests-là, ben peut-être qu'on peut extraire ce skill-là puis le transformer dans quelque chose d'autre. C'est comme un personnage de jeu vidéo, tu as tes statistiques, en fait, de ton performance, puis après ça, il voit dans quel paquet de cartes qu'ils vont te mettre dedans. Euh, C'est ça. Puis les camps, est-ce que ça dure, à partir de quel âge? Puis ça dure combien de temps? Est-ce que c'est un camp dans le sens les gens vont d'abord s'entraîner, après ça à la fin il y a les compétitions, ou est-ce que c'est vraiment directement on y va compétition, let's go pendant 2 semaines? Comment ça fonctionne? Honnêtement, c'est une très bonne question. Parce qu'apparemment, je travaillais chez la Banque Royale RBC Oui, comme olympienne RBC, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu plus involved. Mais maintenant, je travaille oui. plus là à cause de l'année olympique. Mais de mémoire, je crois que c'est des enfants de 12 à, je pense, 20, 21 ans qui acceptent pour ces camps de recrues-là. Très cool, très cool. Puis comme je disais, c'est une saison, c'est comme 3 mois durant l'été, ou est-ce que c'est juste une semaine? C'est temporaire, comment ça marche? Dans le fond, habituellement, les camps sont une fin de semaine, donc un samedi ou juste un OK, dimanche. le week-end. Bon. Puis c'est ça. Puis à partir de ça, ben, tu verras si tu serais called in pour les provinciales ou les nationaux par rapport à tes statistiques puis ton rang aussi à travers la province puis le Canada. Très cool.
Super. Puis justement, après ça, quand toi, tu as fini ces camps-là, tu as été sélectionné, tu es rentré dans l'école, dans les Olympiques canadiens, évidemment. Comment ça s'est passé au niveau scolaire? Parce qu'évidemment, tu as continué à étudier en même temps. Comment ça a été de jongler un peu une carrière sportive qui commençait et en même temps secondaire, vu que tu étais au secondaire à l'époque, normalement? Oui, ouais, juste une petite précision aussi, j'ai pas vraiment Oui, passé à vas-y. travers de ces camps-là. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ces camps-là quand j'étais jeune, mais malheureusement, ça fait juste quelques années que c'est en place. Donc, Ah, ça en n'existait espérant pas. qu'il... Waouh, ok, c'est nouveau. Oui. Mais oui, effectivement, j'ai pu jumeler mes études et ainsi que le sport en même temps. Au début, c'était un petit peu un challenge en terminant l'école, même juste primaire, en sixième année. Je terminais Oui. l'école vers midi, puis ensuite, mes parents m'apportaient à la piscine pour faire mes entraînements. Puis à l'école secondaire, j'allais à l'école secondaire sport-études. Donc, OK. on s'en allait de l'école de 8 à midi, puis ensuite, je m'entraînais de 13h à 20h ou 20h30. Donc, déjà là, ça m'a permis comment bien gérer mon temps avec si peu de temps pour les études ainsi que l'école. Puis en secondaire 5, donc en 11e année, j'ai fait ma première équipe olympique et c'est là que ça fonctionnait pas nécessairement avec l'école secondaire. Donc, c'est là que j'ai Ouais. vraiment appris comment apprendre l'apprentissage par moi-même. À ce point-là, j'ai changé d'école secondaire. C'est l'école secondaire à Cowansville, Massey Vanier High School, qui m'a pu accommoder. Donc, les professeurs m'ont envoyé le travail que j'ai appris par moi-même et ensuite j'envoyais des questions par courriel et ensuite j'allais à l'école en présentiel pour faire des examens. Et pour ça, ça me permettait de voyager un petit peu à travers le monde pour faire les Coupes du Monde, pour me préparer pour les Olympiques et essayer de terminer mon secondaire aussi. Et ensuite d'aller au cégep, ça c'est entre les premières et deuxièmes Olympiques dans ce temps-là, où OK. là c'était un bon challenge de communication aussi, de vraiment être transparente avec les professeurs en avance pour savoir, OK, comment est-ce qu'on va euh, réussir à faire tous les laboratoires, parce qu'en C'est sciences, ça, évidemment, parce que tu ça avais prend été un squeezé background de là-dedans. sciences. C'est ça. Donc, ça arrivait souvent que, bon, je faisais tous les examens théoriques. Après ça, la dernière semaine de la session, ben, je faisais mes laboratoires back à back à back parce que la Ah, wow. matière était déjà faite. Donc, c'était vraiment une super bonne collaboration. J'étais très contente, très, très heureuse au moins d'avoir des professeurs très ouverts pour pouvoir m'aider à vanier aussi au collège. Ah, c'est cool que l'école a quand même été aussi accommodante pour ça. Ils ont pas été un frein. C'est quand même fun d'entendre que ça a été une belle collaboration. Je présume que c'est commun pour beaucoup d'étudiants. Tu n'étais probablement pas la seule à vivre ça. Est-ce que ça arrive souvent que finalement les gens, ça clash puis ils doivent focuser sur l'un ou l'autre? Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui, malheureusement, on voit ça très, très souvent. Parfois, je crois que les athlètes et les étudiants athlètes sont face à un choix ou ils sentent qu'ils sont face à un choix entre l'école et leur sport. Et à travers les années, je suis devenue mentor pour les étudiants Oups. athlètes à travers des cégeps au Magnifique. Québec pour leur démontrer des outils, comment bien gérer leur temps, comment, Ça sera pas. bon, Parfait. On va répéter. Désolé du petit bug qu'on a eu. il n'y a pas de souci. Fait que dans le fond, ça, comme on disait, il y a vraiment un choix à faire entre carrière et l'art sportif et études à ce moment-là. Ça a bien été dans ton cas, ils ont réussi à jumeler le tout, mais ça fait partie des défis et réalités. Mais c'est quand même très hâte que tu as été capable d'être autodidacte, en fait. Tu t'es pris en responsabilité tes études, tu t'es dit, OK, non, moi, je priorise d'étudier, quitte à, voilà, apprendre par moi-même. Tu as fait ce qu'on appelle du extreme ownership. Tu as dit, non, ça, c'est moi, let's go, je veux réussir les deux à ce moment-là. Puis, est-ce que ça t'a retardé au niveau scolaire? Est-ce que tu as fait ton cégep finalement en 3 ans au lieu de 2 ans? Ou comment ça marche cet aspect-là? Oui, effectivement, ça m'a retardé quand même OK. longtemps. Au lieu de faire mon cégep en 2 ans, je l'ai fait en 7 ans. Mais j'ai aussi fait 2 cycles olympiques aussi en même temps, les Jeux olympiques de Rio et de Tokyo. Donc, à travers tout ça, j'étais dans le pays peut-être au total 2 mois de l'année. Donc, c'était quand même tout un défi aussi. Oui, maintenant, au recul, je peux dire que c'est une expérience très, très positive, mais il y avait des obstacles à travers de tout ça aussi. Il y a des professeurs qui comprennent pas nécessairement aussi. Donc, c'était vraiment une bonne manière pour moi de savoir comment collaborer avec les professeurs. Et aussi, à travers tout ça, comme tu as mentionné, c'est pas chaque étudiant en fait qui sent qu'il y a l'option aussi, qui peut faire les deux en même temps. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis lancée un petit peu plus dans le mentorat aussi à travers des étudiants au Québec pour mentorer ces étudiants-là, pour donner les outils de comment bien gérer leur temps, donner les 6 astuces, comment collaborer avec leur université ou leurs professeurs. Et parfois ça fonctionne et parfois ça leur démontre qu'il y a une option qu'ils ne verraient pas auparavant. Donc, c'est le fun de garder les étudiants athlètes dans le sport le plus longtemps possible aussi.
Très cool parce qu'on imagine, nous, d'un point de vue extérieur à tout ça, que les écoles, les gouvernements seraient en mode recherche de talent, fait qu'il y aurait plusieurs des programmes qui existeraient pour balancer les deux. Oui, il y a le programme sport-études qui existe, mais c'est vrai qu'au niveau cégep, on oublie que ben, ils seront de cégep à un moment donné, ces gars-là. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait qu'il y a encore un manque, hein. Tu trouves que est-ce que c'est amélioré quand même dans les dernières années? C'est mieux que ça l'avait déjà été? Absolument, j'ai vu une grosse amélioration à travers les années. Il y a aussi une fondation qui s'appelle l'Alliance Sport-Études qui sont là Oui. pour supporter les athlètes, les étudiants athlètes, puis ils sont là pour collaborer aussi, et c'est avec les cégeps et les universités. Et c'est avec eux que ce programme de mentorat-là a parti aussi. Super. Puis là, tu es encore mentor jusqu'à maintenant? Est-ce que ça continue ou tu as fait une petite pause Oui, pour tu continues encore? ah, Super. je continue quand même. C'est pas quelque chose qui est très time consuming et j'aime ça au moins redonner pour essayer de garder encore le plus de monde possible dans le sport parce que c'est quelque chose que je suis très passionnée pour ça. Excellent. Au niveau des Jeux olympiques, on va revenir un peu à ta carrière. Comment, dans le fond, 4 médailles d'or que tu as eues, hein? C'est quand même assez cool. Parle-nous un petit peu des derniers Jeux olympiques que tu as fait. Comment ça s'est passé au niveau de quand tu as su que ça allait arriver pour vrai, de ton parcours après ça dans les premiers. Mets-nous un petit peu en contexte par rapport à ça. Oui, donc mes premières Jeux olympiques, je dirais que c'est un petit peu plus typique comme Jeux olympiques. Écoute, il y avait pas de COVID. C'était au Brésil, à Rio. La seule astuce ou challenge qu'on avait, c'était la piscine était verte. Donc, c'est... Ah, Oui, c'est c'est vrai, ça, je sais. c'est vrai, il y avait un moment, hein, il y avait un problème avec leurs piscines. Ah, c'est drôle. Vas-y, Oui, pardon. c'est ça. Donc, chaque Olympique, il y a toujours un type de problème. Mais comme athlète, on est habitué, on est entraîné de s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Donc, premier cycle olympique, je pourrais dire que c'était quand même assez typique, même quelques petits challenges. Mais deuxième cycle, évidemment, il y avait la COVID. Oui. Et comme tu avais un petit peu hinté à travers, les jeux étaient initialement annulés, puis après ça, reportés. Et c'est quand même un roller coaster d'émotions aussi à travers moi, mais aussi à travers mes coéquipiers. Donc pour eux, c'était leur première cycle olympique. Comment l'idée l'équipe pour garder une bonne une santé mentale à travers tout ça. Mais on a quand même bien réussi à travers une sport immense de toute notre équipe d'entraîneurs, de préparateurs physiques, ainsi que du comité olympique canadien. Et aussi, on a la chance de s'entraîner dans l'Europe aussi parce que les piscines au travers le Canada étaient fermées pendant un bon bout de temps, quelques mois. Ouais. Donc, pour nous, Il n'y c'est a un pas petit peu d'exception? difficile. Il n'y avait pas Pour les d'exception, malheureusement, même pas pour les athlètes olympiques. Donc, pour nous, il fallait qu'on déménage en Europe pendant un temps indéterminé, Ah, wow. loin de nos familles, nos amis, pour s'entraîner, pour représenter le Canada de la meilleure de nos capacités. Et c'était un petit peu ça, Tokyo, les Jeux olympiques. Il n'y avait aucune personne dans les gradins. C'était très silencieux. Habituellement, les Jeux olympiques, il y a de l'ambiance, tu sens l'atmosphère. Mais cette fois-ci, c'était calme. C'était une Jeux olympique vraiment très centrée sur la performance et je crois que c'est grâce à ça aussi que notre équipe a si bien performé à Ça a travers aidé? tous ces challenges. Ouais, après, fait que dans le fond, c'est ça, un gros changement d'atmosphère entre voilà, Rio où il y avait la vie, il y avait de l'action, après ça, à Tokyo où c'était le silence. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux piscines, c'est quand même intéressant de voir que l'équipe canadienne n'a pas été capable de s'entraîner et de maintenir sa performance parce que je pense que avant d'aller aux Jeux Olympiques, il y a tout un planning d'entraînement qui est fait pour maintenir le niveau top, puis juste avant peut-être de pousser encore plus pour aller chercher vraiment le plus haut niveau possible. Quand vous l'avez su que finalement il a été décalé, ça a dû être comme oh oh, faut tout revoir le planning, puis comme tu dis que ce soit physique, mental, tout le strain qu'il a dû avoir là-dessus, ça devait être quand même quelque chose d'assez intense. Ben, effectivement, on voit un petit peu dans notre cours de podiatrie sportive les mesocycles, les macrocycles et tout ça. Fait tout ça, ça devrait être complètement changé à l'envers. Donc, on est très chanceuse de travailler avec des physiologistes qui nous aident vraiment dans ce planning de ce cycle-là pour vraiment piquer à ce moment-là de notre carrière. Donc, c'était vraiment un back to the drawing board sur ces cycles-là. Mais finalement, tout s'est super bien fonctionné. Et même, je pourrais dire maintenant, la troisième cycle olympique avant Oui, les Jeux de Paris, Paris. Mhm. il y a déjà un challenge, le centre d'entraînement, donc le stade olympique ici à Montréal, il y avait un incendie Ouais. il y a 2 mois. Donc malheureusement, on a complètement perdu notre piscine d'entraînement. Et ça aussi, c'est un autre challenge maintenant de trouver des bassins d'entraînement qui sont de dimension olympique aussi. Donc à chaque fois, il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'on s'adapte, mais we always make the best of the situation.
il y a toujours un petit peu de spice là qui est rajouté pour rendre ça intéressant. J'avais cru justement entendre là-dessus qu'ils relocalisaient à Toronto, si je me trompe, l'équipe pour... Pour certains sports, mais pour nous, on a quand même réussi de rester à Montréal grâce aux séries de Coupe du Monde. Donc, on était en Europe pendant un mois, à Budapest, puis en France pour la Coupe du Monde à Paris. Puis ensuite, on va être à Toronto pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, notre horaire de Coupe du Monde, ça nous aide quand même à rester chez nous pour ça. Super, ça au moins c'est cool, au moins t'es proche. Parce qu'il y a ça aussi que les gens oublient, c'est quand on est un athlète de haut niveau, on est probablement plus isolé au niveau, surtout quand on a des grosses compétitions qui s'en viennent. En fait, combien de compétitions dans une année un athlète de ton calibre fait en général? Tu sais, on a les Jeux olympiques que tout le monde connaît, mais chaque domaine a ses propres compétitions et championnats à chaque année. Il y en a combien à peu près en moyenne ou en général tu participes à combien dans une année normale? Oui, donc je dirais que ça dépend du quad olympique. Bon, un quad parce qu'il y a les Olympiques à chaque 4 ans. Oui. Évidemment, on va piquer la quatrième année aux Jeux olympiques, mais habituellement, un athlète peut seulement piquer un, peut-être 2 fois dans l'année même. Donc, pour moi, cette année, si je prends l'année comme exemple, j'avais les championnats du monde au mois de février. Donc, ça, c'était mon premier pic de l'année. Après ça, je descends un petit peu pour les Coupes du monde. Je vais faire 3 Coupes du monde ici. Puis ensuite, je vais repiquer encore au mois d'août pour les Jeux olympiques. Donc, au total, ça fait les championnats du monde, Coupe du monde à Paris, Coupe du monde à Budapest, Coupe du monde à Toronto, puis ensuite les Jeux olympiques. Donc, 5 à 6 compétitions maximum par année. Wow. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus que j'aurais imaginé. J'aurais imaginé peut-être même un peu plus espacé. Mais finalement, c'est mieux de les regrouper parce que ton pic, comme tu disais, faut essayer de maximiser cette capacité-là que tu allé chercher pour aller faire le maximum de compétitions. Est-ce qu'il y a un gros strain après qu'une compétition est finie? Il y a un gros down, je présume, quasiment un postpartum, là, mais sportif, là. Comment ça se passe? C'est une bonne analogie. Oui, par contre, ça dépend comment qu'on approche les Coupes du monde aussi. Par exemple, celle à Paris que je viens juste de faire la semaine passée, Oui. c'était ce que j'appelle un train-through. Donc, pour nous, on n'avait pas vraiment un taper avant la Coupe du monde. Pour nous, parce qu'on voulait pas vraiment avoir un gros pic pour la compétition. Pour nous, ça s'agissait vraiment d'avoir du feedback sur nos routines. Donc, oui, le corps est absolument fatigué, tu es physiquement fatigué, mais on est très bien supporté aussi avec notre équipe médicale, physio, etc. Mais oui, il y a un petit down à chaque compétition. Et c'est ça qu'à chaque fois, ben, il y a un petit down, mais après ça, tu remontes encore plus haut. Comme les petits graphiques un petit peu qu'on voit en podiatrie sportive aussi dans ce cours. Ouais, très cool. Quand même assez fascinant de voir le planning dans une année qui peut se faire là-dessus. Euh, pour les Jeux de Paris, là, tu vas être t'es inscrit dans quelle compétition pour ce Paris? Est-ce que tu as le solo? Tu as le duo, je pense, hein? Malheureusement, il n'y a plus d'épreuve de solo aux Jeux olympiques. C'était OK. enlevé en 1985, je crois. Donc, je fais cette épreuve-là au niveau des Coupes du monde la plupart du fois. Mais aux Jeux olympiques de Paris, je vais être là en l'épreuve de duo ainsi que celle de l'équipe. Ah, OK, parfait, super. Tu vois, complètement extérieur au domaine, fait que c'est intéressant à savoir. Parce que je disais, tu avais eu plusieurs gains en solo qui avaient été faits. Pourquoi ils l'ont retiré? C'est un peu curiosité, est-ce qu'il y avait une raison particulière? Ils ont voulu simplifier, c'est quoi la logique? Je crois que le Comité international olympique, il y a seulement un nombre d'épreuves de médailles aux Jeux olympiques limite. Donc, pour Mhm. avoir le plus de sport possible, ils ont enlevé cette épreuve olympique, ou médaille olympique-là, pour rentrer à un autre sport. Puis là, dans un autre ordre de sujet au niveau de la natation, est-ce que c'est toujours le même jeu constant qui réarrive à chaque 4 ans? Ou est-ce que des fois, ils en rajoutent justement des nouveaux sports? Je pense que oui, hein, ils en rajoutent à chaque Oui, fois. justement, il en rajoute. Donc, je crois qu'il a racheté le surf à Tokyo ainsi que le sport climbing, dont l'escalade. À Paris, bon, je sais pas quel sport qu'ils ont rajouté cette fois-ci, mais j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant de voir. Je pense que c'est une belle façon pour introduire des nouveaux sports que les gens connaissent peut-être moins aussi, puis de rafraîchir un peu le rooster. Fait que je présume que c'est pour ça qu'il y en a qui sortent du contenu olympique, il y en a qui se font rajouter. Il y a un nombre limite quand même, comme tu disais, d'espace là-dessus. Super. Euh, Parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a amené en podiatrie. On va revenir un peu à tes études. Cégep a été fini 7 ans plus tard. Jesus, ça a été long. Oui, effectivement, ça a été Vraiment. long, mais j'avais toujours la motivation de rentrer dans le domaine médical. Oui. À l'âge de 9-10 ans, j'ai été diagnostiquée avec la maladie cœliaque. Donc, Ouais. j'ai passé beaucoup de temps, à peu près l'âge de 7 ans jusqu'à 9 ans, au Children's Hospital ici à Montréal, parce que les pédiatres, je savais pas trop qu'est-ce qu'il y avait. Je perdais ma masse musculaire, j'étais un Ouais. petit peu dans le néant, je perdais les cheveux, je suivais pas nécessairement mon growth pattern naturel. Puis, j'étais diagnostiquée avec la maladie cœliaque. Mais de ce que j'ai retiré de cette expérience-là, c'est que les médecins et tous les spécialistes dans le domaine médical avaient tellement un impact
positive sur moi que je savais que je voulais rentrer dans ça. Et à travers ma carrière un peu plus sportive, bon, j'ai pensé plus la médecine au début, puis j'ai fait plusieurs stages avec notre médecin d'équipe en orthopédie, en gératie, en dermatologie, et j'ai vraiment tout adoré, un petit peu comme de notre sport. Ouais. Mais on a eu plusieurs de blessures de pied et la cheville au centre d'entraînement, donc à l'Institut national du sport du Québec, où on s'entraîne typiquement au stade olympique. Ouais. Puis il n'y avait pas d'experts. On a plusieurs experts, même en ophtalmologie, en physiologie, et tout, mais il n'y avait pas de podiatre en spécialiste pied-cheville. Et avant les Jeux olympiques de Tokyo, une de mes coéquipières avait une flashite plantaire, ce qu'on savait ou pas Ah, auparavant. ok, Mais drôle, notre ouais. médecin de, c'est quand même commun dans le domaine de la Ouais. podiatrie, mais notre médecin de sportive, dans ce cas-là, était aussi urgentologue. Puis elle a informé mon coéquipière quelques journées avant qu'on partait à Tokyo d'aller à l'urgence pour aller la voir parce qu'elle savait pas trop c'était quoi initialement. Elle n'était pas encore diagnostiquée. Puis elle a attendu 13 heures en l'urgence pour une fasciite plantaire pour une athlète olympique. C'était en quelle année, ça? C'était en 2021. C'était même pas si longtemps que ça, genre, Non, c'était quand même c'était très connu, vraiment la si pédiatrie. longtemps que ça. Ah, wow. Et bon, dans ce cas-là, j'ai vu, bon, Ouais. il y a encore plus une demande pour une spécialiste au niveau pied et cheville. Ouais. Et ensuite, c'est pour une flashite plantaire, quelque chose de très, très simple qu'un podiatre pourrait Cool. voir dans quelques minutes. Et aussi, avant mes premières Jeux olympiques, j'avais une tendinite sur le dessus de mon pied, Ok. dans lequel mon médecin d'équipe avait prescrit du naproxen. Hmm. Puis, malheureusement, j'ai eu une ulcère du ventre à cause de ça, qui est un des effets secondaires, malheureusement. Puis qui m'a donné beaucoup d'effets secondaires à travers toute ma préparation pour les Jeux olympiques de Rio. Donc, tout ça à cause d'une blessure du pied. Puis Ça, même, je peux dire aujourd'hui, même pour la préparation pour Paris, ma duette qui va être là avec moi à Paris, elle s'est fait un bon cogne du pied. Puis le médecin d'équipe a soupçonné une fracture de Jones parce que, bon, il y avait tous les critères d'Ottawa positifs. hmm. C'était vraiment côté processus siloïde ici. Puis le médecin de famille pouvait seulement le voir dans à peu près une semaine. Et pour nous, chaque journée compte. Quand Ouais, il reste exact. moins de 100 jours des Jeux olympiques, ça prend quand même une diagnostic, ça prend un prise en charge assez rapidement pour qu'on puisse performer à notre meilleur niveau possible. Donc, Ouais, ça pourrait l'empêcher de performer, en fait, et de participer même. C'est comme dangereux quand même. exactement, de même participer aux Coupes du Monde, aux Jeux olympiques. Et donc, tout ça pour dire que j'ai vu vraiment qu'il y avait une ouverture pour la podiatrie de rentrer dans le monde sportif. Non seulement j'adore le côté plus sportif, des côtés un petit peu plus urgence, mais j'aime aussi le côté de je peux amener un patient de A à Z aussi. On voit des patients diabétiques, on les voit assez souvent. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que le domaine m'a vraiment attiré et c'est pour ça que j'ai accepté la demande. C'est super intéressant. Fait que dans le fond, tu as vraiment identifié la niche pédiatrique du niveau olympique que clairement, il y a personne qui la traite finalement. C'est ça qui était allumé la puce à l'oreille pour aller là-dedans. Très intéressant. Puis, comme tu disais, c'est quand même fascinant. On imagine qu'au niveau olympique, ils connaissent quand même des podiatres peut-être dans leur région, quelqu'un qui aurait pu traiter ce genre de bobo. Puis à tel point que, tu sais, des blessures aussi simples qu'une fasciite, fracture de Jones, tendinite au niveau dorsal du pied, que ça se traite, on peut les diagnostiquer rapidement en podiatrie, qui ont failli mettre fin, en fait, à une compétition, faire perdre un athlète à un certain haut niveau, et dans ton cas, hospitalisation, finalement, parce qu'ils ont donné juste, voilà, il y a eu une combinaison de traitements qui a eu lieu avec des effets négatifs, ça arrive, mais quand même, c'est super intéressant de voir la faiblesse, mais en même temps, cap, pour l'amener positivement, faiblesse, oui, mais une niche, comme je disais, qui va te permettre d'aller la combler et de faire de l'éducation du public là-dedans, c'est super intéressant. Fait que, en quelle année t'es rentré exactement? J'ai rentré tout de suite après les Jeux olympiques de Tokyo, donc en 2021. En 2021. Puis justement, le processus quand on rentre en pédiatrie, mise en contexte pour ceux qui savent pas, il faut d'abord s'inscrire évidemment. Par la suite, il y a les entrevues qui sont faites. Comment ça a été ton entrevue en pédiatrie? Comment ça s'est passé? Je suis toujours curieux. Très bien. Honnêtement, j'ai pratiqué beaucoup avec mes parents, avec mes proches. J'ai aussi ça s'appelle Plan Match Game Plan. C'est une ressource pour les athlètes olympiques pour se préparer pour ces types d'entrevues-là, quoi que ce soit en médecine, en pédiatrie. Donc, j'ai beaucoup pratiqué pour n'importe quel scénario. Puis, j'ai quand même aimé ça. Il y a une Ouais, petite partie de mise en scène aussi que j'ai aimé. ouais, super. Puis quand tu as finalement rentré dans le programme, comment comment t'as vu ça finalement? Une fois que tu es rentré, tu as été accepté, de un.
quand est-ce que tu as su que tu as été accepté? Je t'ai mis en contexte. Puis après ça, quand ça a commencé, comment ça a été? Oui, j'ai su que j'étais acceptée, je pense, juste avant du Coupe du Monde en Europe. Donc, Oui. pour moi, je suis en train de quasiment embarquer sur l'avion, puis j'ai vu le courriel et j'ai quasiment sauté dans les airs quand j'ai vu l'acceptation. Là, j'étais vraiment sur un nuage. Puis pour ça, je pense que j'ai quand même piqué sur la compétition. Je pense que j'ai apporté toutes les médailles d'or à cette Coupe du Monde-là. Donc, Ah, je pense que c'est une grosse partie grâce à la grâce à ça. pédiatrie, c'est clair. C'est grâce à la podiatrie. Merci, Critère. Et ensuite, je savais, pour moi, c'était très rassurant aussi après les Jeux olympiques de Tokyo que j'avais quelque chose qui m'attendait aussi. J'avais tellement hâte, j'ai commencé à écrire aux étudiants déjà en première et deuxième année pour avoir du matériel déjà étudiant dans l'avion. J'avais vraiment juste hâte de commencer en septembre. Puis, comme tu dis, justement, c'est intéressant parce que une carrière d'un athlète de haut niveau comme toi, euh, il faut hélas penser à l'après, parce qu'évidemment, on pique jusqu'à un certain âge. Tu me diras justement, dans ton domaine, en général, c'est quoi le lifespan d'un athlète en natation. Puis après ça, il faut penser au après. Fait que c'est cool que dans ton cas, tu avais tout planifié déjà. Comme on disait, 7 ans pour finir ton cégep, mais tu l'as fait, tu as été capable de rentrer après ça en podiatrie qui est très contingentée. Fait que ça, tu l'as bien fait, disons ça comme ça. Euh, est-ce que beaucoup de gens planifient bien la sortie, le out? Parle-moi un peu de ça au niveau de tes collègues. Et j'étais très chanceuse au moins à travers ma carrière de voir mes coéquipières qui ont passé à travers ces phases-là. Donc pour moi, j'étais quand même assez chanceuse parce que je savais c'était quoi ma passion à travers de ça. Il y a un saying en japonais, ton ikigai, ton purpose dans la vie, et je savais que c'est la podiatrie vraiment qui avait quelque chose, mon calling. Qui Mais t'allumait, il y a quoi. des coéquipières et des athlètes olympiques qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que tu veux faire dans le restant de ta vie. Donc, pour eux, quand ils terminent les Jeux olympiques, là, ils rentrent vraiment dans cette phase de découverte-là. Puis maintenant, de plus en plus, il y a plus de ressources qui ressortent pour les athlètes, pour les faciliter dans ces transitions-là. Parce que comme athlète olympique, il y a beaucoup de skills qui sont transférables, dont la communication, l'éthique de travail, la dédication, les longues heures qu'on met dans notre sport. Tout ça, ben, ça peut se transférer sur le marché du travail plus tard aussi. Ouais, tout à fait. Définitivement, la persévérance, comment dire, la volonté de pousser aux plus grandes limites. C'est énormément de forces qui peuvent être appliquées. Faut quasiment, sans être négatif, mais être un athlète de haut calibre comme ça, c'est quasiment une obsession, en fait, à la performance. Fait que d'être capable de channel cette capacité à focus laser sur un seul domaine, et de l'appliquer à une profession, c'est le best. Fait que, définitivement, dans ton cas, on va surveiller ça de près. Oui, Puis, ton début, donc, à ce moment-là, la première année, comment ça a été? Comment t'as trouvé ça? Parce qu'elle est quand même rough, la première année en podiatrie. Il y a beaucoup de matière. Comment ça a été la transition? Parce que je pense que c'est là où tu as fait aussi ta pause qu'elle a commencé au niveau sportif, mais nous un peu en contexte sur le début, justement. oui, c'est ça. Donc, après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, j'ai décidé de prendre ma retraite du sport, puis de me lancer complètement dans mes études. Donc, pour moi, la plus grosse euh, obstacle pour moi, c'était vraiment le challenge de rester assis pendant 10 à 12 heures par jour. Non. C'est de m'entraîner 40 à 60 heures par semaine, puis après ça, de m'asseoir pendant 40 à 60 heures par semaine, c'était une grosse adaptation. Donc, mentalement, j'avais pas vraiment de problème de rester concentrée parce qu'avant, je restais concentrée en faisant l'activité physique, Oui. mais c'était le fait d'être sédentaire. Il fallait que je trouve mon régime d'exercice à travers tout ça pour me garder un petit peu sain. Puis éventuellement, bon, ça s'est un petit peu mis plus en contexte, moins de 3-4 entraînements par jour et je pourrais juste aller dans le gym 1 à 2 fois par jour. Et j'avais quand même quelques petits camps de natation artistique que je donnais quand même sur le côté pendant les fins de semaine qui me gardaient un petit peu le pied à l'eau dans le sport en même temps. Ouais, littéralement. Euh, Puis justement, la première année, une fois que ça a fini, là, évidemment, mise en contexte encore une fois, elle est plus théorique, c'est plus des cours généraux avec des étudiants de chiro, des médecins. Donc, on a un beau petit melting pot qui se fait là-dessus, puis il y a beaucoup de choses à apprendre. La première année, là, ça fait mal au cerveau généralement, là. Euh, une fois que tu l'avais fini, tu commençais à avoir déjà un petit cue sur la podiatrie réelle, comment elle se pratiquait, puis le fait que par le passé, tu savais déjà que la podiatrie n'était pas encore très connue, il y avait encore beaucoup d'éducation du public à faire. Euh, Première année fait, comment tu voyais la podiatrie déjà à ce moment-là? C'était quoi ta vision de la profession après avoir passé déjà une première année dedans? Enfin, dans l'étude, évidemment. Oui, je dirais que j'ai vu que ça m'a beaucoup ouvert comment la podiatrie était très vaste comme spécialité.
Auparavant, je pensais que c'était vraiment plus focusé sur pieds et chevilles. Et oui, on voyait un petit peu le corps général, comment les systèmes fonctionnaient, mais on va vraiment, comme tu t'avais dit, on est avec les étudiants de chiro, même quelques étudiants de médecine, des fois, qui rentrent avec leurs cours en collaboration, que c'est très important aussi de savoir comment que tout fonctionne dans le corps humain au niveau des systèmes. Donc, pour moi, c'était un gros plus. C'était eye-opening de voir à quel point que c'est vaste en termes de dermato, médecine sportive, musculo-squelettique. C'était encore meilleur pour moi. Oui, parce que dans le fond, comme tu le dis si bien, la podiatrie, le public a l'impression qu'on voit juste le pied et cheville, mais c'est quand même connecté à tout le reste. Donc, il faut comprendre les maladies systémiques qui affectent le pied et vice-versa, évidemment, là-dessus. Là, tu es rendu en troisième année? Fin troisième année? Exactement. Oui. Parfait. Fait que là, bientôt, ça va être là, les écosses, les examens, je pense, là, de tests performance, ça se passe bien. Oui, donc après les Jeux olympiques de Paris, je vais continuer encore ma troisième année. Donc, j'ai Oui. pris une pause jusqu'à septembre 2020. Ouais, j'ai continué mes études jusqu'à septembre ou octobre 2023. Donc, j'ai OK. rentré en troisième année, l'été tout en clinique, l'automne, début automne tout en clinique. Et c'est à peu près ce temps-là que j'ai décidé que, bon, j'aimerais ça encore essayer pour me qualifier pour les troisièmes Jeux olympiques. Et j'ai pris une pause. Donc, après Paris, je vais rentrer en école en septembre pour résumer les deux dernières sessions en clinique et théorie. Puis après ça, Écosse, ensuite quatrième année. Ah, ok, cool, parfait. Fait il y a quand même là, parce que j'allais dire faire les Écosses en même temps que les Jeux Olympiques. C'est pas la meilleure des choses à faire là-dessus. Non. Super. Fait que d'enfant, ça pause jusqu'en septembre. Après ça, reprise des études. Fait que graduation, en théorie, devrait se faire 2026. 26, exactement. Super. C'est quoi la vision que tu as actuellement d'un podiatre dans son day-to-day? Comment tu vois, en fait, là, t'as vu l'université, t'as vu le tout. Est-ce que t'as fait des stages en milieu privé, voir un peu comment ça ressemble? Oui, oui, j'ai fait plusieurs stages et je dirais que la pratique de chacun des podiats que j'ai pu faire des stages d'observation avec est un petit peu différente. Et c'est ça, en plus, que j'adore. Il y a des podiats qui aiment plus ça, voir des patients plus réguliers, des patients diabétiques, des soins. Il y a des patients qui aiment plus ça musculo-squelettique, un petit peu de médecine sportive. Il y a aussi des podiatres chirurgiens aussi, Dr. Lee, Dr. Obishi, Dr. Quentin, tous des podiatres formidables aussi. Puis après ça, tu as Dr. Coffey qui voit un petit peu n'importe qui avec les patients. Donc, c'est très, très divers et j'adore ça. J'adore de voir comment chacun des podiums peut rendre la profession un petit peu comme qu'il aime. Personnalisé. Ouais, Oui. définitivement, c'est assez vaste pour avoir tous les différents aspects de la préférence. Quelqu'un qui préfère la dermato va pouvoir faire plus de dermato. Quelqu'un qui préfère avoir des enfants, majoritairement, peut faire des formations pour ça. Il y a une grande diversité. Toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'allume plus? Bon, je présume deviner déjà, mais comment tu vois ta pratique à la fin, une fois que tu auras gradué? Mais je pense que tu peux déjà deviner un petit peu. Mais Les plaies. j'aimerais m'inspirer un petit peu des podiatres qui a une clientèle de patients assez vaste. Bon, de voir des patients plus âgés, des patients plus pédiatriques, pour que ce soit assez divers dans la journée. J'aime ça quand ça fait un petit peu de changement, mais aussi de garder ma passion avec le sport, avec la podiatrie. Donc, j'aimerais ça, si possible, de faire un partenariat avec l'Institut national du sport du Québec en termes de peut-être être on-call. Si jamais il y a des blessures de pied et de cheville qui se passent, qui c'est assez urgent, que les radios, l'écho, n'importe quoi que ce soit fait, ben, il y a une ouverture pour que les athlètes puissent venir aussi. Donc, au moins, ça peut combler mes deux passions ensemble. Ouais, ça serait cool, dans le fond, travailler, rentrer dans le système, en fait, olympique. Est-ce que c'est des, comment dire, praticiens qui sont engagés, mettons les physios, les médecins et tout, c'est un emploi donc privé qui sont engagés par eux, ou est-ce que c'est considéré gouvernemental? Comment ça fonctionne? Je dirais que c'est très différent. C'est vraiment, ça dépend de la profession. Donc, il y a Ok. des physiothérapeutes qui sont engagés à temps plein avec l'INS, donc l'Institut national du sport. Mais par contre, il y a des optométristes qui sont là plus comme en termes de consultants, qui sont en privé, mais sont là à l'INS de temps en temps. Ok. Ensuite, tu as les médecins d'équipe qui sont en public. Donc, pour eux, c'est rémunéré grâce à le gouvernement. Donc, ça dépend, t'es quelle sorte de spécialiste, c'est quoi ta formation. Les physiologistes sont engagés à temps plein aussi. Donc, ça dépend c'est quoi ta formation et comment ça fonctionne. C'est assez hybride, là. Donc, il y a de tout, vraiment, dépendamment du besoin et de la demande qui est là-dessus. Effectivement. Ah, super intéressant. Euh, Est-ce que tu serais intéressé à ouvrir une clinique un jour, peut-être, ou moins gestion, plus pratique dans ton cas? Comment tu vois ton futur? Je dirais que je suis quand même très, très ouverte. Donc, j'ai pas encore fait une décision, mais j'aime ça garder toutes les portes ouvertes en ce moment. Très cool, très cool. Puis,
au niveau comment dire, l'implication que tu as au niveau des étudiants actuels, comment ça se passe justement l'interaction? Vu que tu le fais d'une façon différente, t'as les Jeux Olympiques qui s'en viennent, comment ça se passe en ce moment avec les collègues? Ils te voient des fois ou tu fais juste comme passer en coup de vent? Mais non, 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 ouais. On se bat quand même, surtout pour moi, quand j'étais dans vos études, pour moi, c'était une priorité, effectivement. Donc, j'étais là en présentiel le plus possible, surtout en clinique. Mais c'est certain que j'ai des passions sur le côté que j'aime quand même garder, dont je fais partie des commissions, au moins pour me garder mon cerveau et mon passion du sport aussi active en même temps. Donc, c'est tout du time management que j'ai appris à travers les années que ça me permet de garder ces deux passions-là en vie. Fait que c'est ça, parce qu'une journée typique de Jacqueline, ça ressemble à quoi à peu près, là? Dans le fond, comment tu manages ta journée classique? Elle commence à quelle heure, par exemple? Une journée d'entraînement ou une journée étudiante? Parce que les deux sont C'est une bonne différents quand question. C'est une bonne même. question. Un peu de chaque, là. Juste planifie-nous, mettons, un 3 jours dans ce cas-là classique pour toi. Comment il se passe un petit peu? C'est bon. Donc, une journée classique en ce moment en préparation des Jeux Olympiques de Paris. Je me lève à 5 heures du matin, je commence l'entraînement à 6 heures et je termine vers 17 heures. Et en tout ça, j'ai l'entraînement dans le gym, je vois un physio, j'ai tous les entraînements de piscine, donc tous les cross-training. Donc, de 6 heures du matin à 17 heures le soir, c'est pas mal ça. Le soir même, j'ai des appels avec des comités. J'aime ça, j'ai une étude d'horaire, donc j'aime ça quand même me garder un petit peu à jour pour qu'en septembre, quand j'arrive aux études, que j'arrive pas dans le néant non plus. Donc un petit peu d'études, puis j'ai un Normatec, je sais pas si tu sais que c'est quoi, mais c'est une machine de compression. Donc ça nous aide à récupérer après une longue journée d'entraînement. Donc il y a des bottes de compression pour les jambes, il y a des longs bras de compression. Donc je m'assois souvent dans ça, soit devant la télé ou devant mon ordi en faisant des appels ou en étudiant. C'est Donc drôle, ça, c'est une journée typique. c'est comme si tu faisais des massages lymphatiques à tous les soirs pour aller aider à l'inflammation. Très drôle. Exactement. Bain de glace, peut-être. Je sais que c'est très populaire des fois en fin de journée pour les athlètes, là, Moi, je juste suis pour. pas une grosse fan des bains de glace, mais j'ai plusieurs coéquipières qui aiment bien ça et ça fonctionne pour eux. Mais pour moi, j'aime plus mon Monotech puis physio masso. Ben ouais, je suis d'accord. Puis, puis une journée à ce moment-là à l'école, est-ce que tu as déjà eu à jongler entre les études puis en même temps l'entraînement? Parce que, comme tu disais, tu avais repris ouais, t'avais repris en même temps les cours et en même temps tu avais commencé l'entraînement pour les Jeux Olympiques de Paris qui s'en viennent. Comment ça a Oui, été exactement. Ouais. Donc, dans ces cas-là, je me levais un petit peu plus tôt le matin aussi. Ah ouais. Je me levais à, je pense, 5h45, 6h. Soit que je commençais dans la piscine au CAPS ou au gym. Et après Mm. ça, je rentrais en clinique. Je faisais une matinée en clinique de 7h30 jusqu'à midi, midi et demi. J'étais quand même assez rapide au niveau des dossiers avec les patients. Donc, j'allais au gym pendant mon pause de lunch. Ensuite, les cours l'après-midi, je mangeais pendant les cours et je prenais des notes. Puis ensuite, le soir, j'avais une autre séance d'entraînement, soit dans le gym ou soit dans la piscine ou un autre type de cross-training. Puis le soir, évidemment, une soirée d'études et aussi parfois des appels. Le soir ou bien le matin aussi, parce que parfois, avec le comité olympique international, les appels sont le matin parce que c'est l'après-midi en Europe. Donc, ça dépendant, ce bloc d'entraînement était flexible. Wow, OK. Passe-temps, hobby, autre que la natation ou les études, est-ce que tu avais le temps de squeezer quelque chose ou c'était pas mal ta réalité? Non, absolument. Il faut avoir du ballon dans la vie. Il faut savoir quand recharger ses batteries. Je suis très chanceuse d'avoir une partenaire dans la vie qui me permet d'avoir ça. Donc, on aime bien ça, aller au driving range, juste frapper des balles de golf. Ou bien, moi, j'adore cuisiner, j'adore faire des petites pâtisseries ou des gâteaux. Fait qu'à chaque fin de semaine, je me rassure je me garde un petit plage d'horaire ouverte pour faire ça, pour recharger mes batteries. Comme, il y avait une balance, comme tu disais, définitivement. Absolument, il faut. Super. J'ai vu aussi dans ton historique un peu, il y a beaucoup de programmes, comme tu disais toi-même depuis le début, où tu redonnes ton temps à la communauté athlétique, aux jeunes. Parle-nous un peu des différents programmes là, auxquels tu participes. Oui, bon, les deux notamment qui viennent à tête en ce moment, je fais partie du International Olympic Committee's Young Leaders Program. Donc, Ouais. ceci, c'est un programme où le CEO choisit 25 jeunes en dessous de 30 ans à travers le monde entier
que OK. ce soit un background sportif ou pas, de faire partie d'un programme de formation de 4 ans pour vraiment former des jeunes leaders dans leur pays. Et pour moi, de faire après, j'ai accès à des formations Oui. qui me donnent c'est quoi un social business, comment avoir un impact au niveau de ton communauté. Et pour moi, le projet que j'aime faire, et j'utilise ces formations-là pour m'aider, c'est de garder les jeunes femmes actives dans le sport. Donc, je donne des camps de natation artistique et des camps de sport en général à travers le pays, même à travers le monde. J'en ai fait un en Europe pour vraiment démontrer que c'est possible de jumeler le sport et les études en même temps. Parce Ouais. qu'il y a 1 sur 3 jeunes femmes à l'âge de 16 ans qui s'enlèvent, qui drop out of sport à l'âge de 16 ans versus 1 et 10 garçons. Donc, c'est un petit peu, le ratio est un petit peu différent entre les deux et j'aimerais ça au moins changer les ratios à travers Rebalancer ça les un petit années. peu. Très hâte. Exactement. Parce que c'est démontré que bon, le sport, ça peut démontrer beaucoup d'atouts, puis en termes de CEO et tout ça, ça te démontré beaucoup d'atouts sportifs. Ça nous a aidé dans leur parcours, que ce soit au niveau Ouais. des études ou leur marché du travail aussi. Moi, c'est au niveau décisionnel, d'être capable de prendre des décisions rapides, au niveau pousser les limites, participer. Bref, il y a tellement de... Ça fait du sens, définitivement, là, comme programme là-dessus. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est durant les week-ends, à ce moment-là, tu as comme des cours, des classes dans une piscine? Ça se fait à quel endroit, justement? Oui, honnêtement, ça dépend de quel endroit. Ça bouge? Après Paris, il y a un camp d'une semaine à Cancun, donc au Mexique. Ça, c'est un camp un petit peu plus technique que je donne. Donc, c'est un petit peu, oui, encourager les jeunes, mais aussi de leur donner toutes les petits tips techniques, comment bien réussir aussi dans le sport au niveau comme maximiser le pression d'eau et tout ça, plus spécifique sur la natation artistique. Mhm. À Budapest, il y a 1 mois aussi, j'ai fait quelque chose de similaire. Donc, c'est un petit peu où la demande, elle est en ce moment et c'est plus spécifique pour le sport, mais j'aimerais ça éventuellement agrandir ça en partenariat avec une fondation qui s'appelle Fast and Female, dont laquelle je suis en ambassadrice dessus. Et c'est ça, c'est vraiment une fondation qui sont dédiées à ça, de vraiment de faire des, des événements ciblés sur les jeunes femmes, sur les filles, pour vraiment les donner tous les outils possibles pour les encourager à rester dans le sport. Wow, très cool. Très beau programme en soi là-dessus. Puis, définitivement, probablement aller dans les écoles, faire des conférences. Je pense que tu fais des conférences déjà, hein? Tu parles aux jeunes dans les écoles déjà. Parle-nous un petit peu de ça. Exactement, oui. Quand le rapport met, oui, absolument. Fait que dans le fond, ça, tu te présentes, mettons, dans les écoles secondaires, les cégeps peut-être même. Puis, Oui, de quoi tu cégep, parles? école secondaire. Parle-nous un Ça peu dépend. de ton TED. C'est comme un TED, finalement. Oui, dans le fond, habituellement, avant que je rentre dans une école, je demande un petit peu soit au doyen ou au professeur quel sujet est-ce que vous aimeriez que j'aborde parce qu'à travers mon parcours sportif, j'ai quand même passé à travers quelques obstacles que je peux plus aborder que d'autres. Donc, soit la persévérance, la résilience. Donc, ça, je donne des exemples et des parallèles à travers des exemples à ma carrière et c'est quoi la résilience ou la communication aussi. Donc, je vois un petit peu c'est quoi la demande et ensuite j'ajuste ma présentation en conséquence aussi. Très cool. Puis, tu en as fait combien jusqu'à maintenant? Oh boy. Au moins une centaine, plusieurs à travers les années, là. Puis, je lisais aussi un petit peu plus tôt que toutes tes études avaient été faites en anglais, hein? Oui. C'est ça. Puis là, tu as décidé de switcher à français. À l'université, pourquoi pas? C'est facile en plus. Fait que c'était quoi Non, le... c'est un autre défi que je me suis rajouté aussi. Ouais, non, c'est ça. Je regardais ça un peu plus tôt. Puis c'est intéressant parce que du milieu anglophone, tu t'es pas dit, ah, tant qu'à être anglophone, aller plutôt aux États-Unis, par exemple, pour faire le même programme, plutôt que de revenir au Québec. C'était quoi la motivation là-dessus? Oui, donc, je voulais vraiment améliorer mon français aussi parce que j'ai plus appris mon français à travers le sport, sur OK. le milieu de la piscine. Donc, le langage que je suis plus habituée, c'est plus un langage sportif, si tu veux. Donc, je voulais plus, surtout pour pratiquer au Québec, j'aimerais ça améliorer mon français pour que ça soit acceptable et que j'ai les langages nécessaires pour pouvoir communiquer avec les patients. Et ensuite, l'anglais, je me suis dit que ça se transférait assez facilement si jamais j'aimerais ça aller aux États-Unis ou bien aider d'autres équipes sportives à travers le Canada aussi. Exact. Et dans le fond, ça, ta vision, comme on dit tantôt, de la podiatrie quand tu vas graduer, dans ton monde idéal, ce serait avoir une pratique slash hybride, si on veut, donc voir des patients dans une clinique, qu'elle soit la tienne ou pas, puis en même temps pouvoir suivre l'équipe olympique, voyager avec eux, pratiquer un peu partout, ça va être définitivement un bel équilibre. Le défi que je verrais là-dessus, c'est au niveau des ordres professionnels. C'est intéressant. Est-ce que les médecins qui vous suivent au Québec, il y en a qui vous accompagnent dans les différents Jeux olympiques?
Oui. Est-ce qu'il y a des défis par rapport au droit de pratique? Si, mettons, ils doivent faire une infiltration ou un acte, mais ils sont pas dans l'ordre professionnel du pays, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que c'est considéré comme un territoire canadien à ce moment-là, le petit carré où est-ce que vous pratiquez? Comment ça fonctionne, ça? C'est une très, très bonne question et je suis bonne amie avec un des médecins en chef du Comité olympique canadien qui lui-même est un chirurgien de mains et de poignets pour le Ah, bon. NLH, le NHL et aussi pour le Comité olympique canadien. Et pour lui, par exemple, à Tokyo, il me racontait un cas avec un patient olympique. Il fallait qu'il aille dans la salle d'opération au Japon. Donc, pour Oui. lui, c'est exactement. Il y a plein de restrictions à travers tout ça. Donc, il était dans la salle d'opération. Puis, j'imagine que c'est vraiment cas par cas. Et je pourrais pas te donner une Ouais. réponse complète. J'imagine que le Non, comité mais c'est olympique intéressant l'histoire, par exemple. Vas-y. mais oui, Oui. c'est aussi pour donner une réponse plus complète, mais pour lui, il donnait juste, il l'observait, il fait une bonne discussion avec les chirurgiens au Japon, Mhm. donc plus des recommandations, ou parfois il envoie les athlètes au Canada si c'est vraiment des cas plus sérieux. Donc de Ah ma oui, connaissance, c'est plus ça, mais des infiltrations de coïncidence, je sais que ça se fait très bien au niveau du village olympique au Canada. Donc on a toute une sport médical là qui, je crois, ont le droit de faire tous ces actes médicaux. ouais, c'est intéressant. Les gens, on se pose jamais ces questions-là parce on pense que les gens, ils se blessent jamais puis ils sont parfaits puis ils arrivent comme des pions, on les dépose, ils font leur compétition puis on les ramène. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Est-ce que là, une question un peu plus vague, mais tu as dû voir aussi peut-être des thérapies différentes qui sont faites. Je pense, entre autres, je pense que c'est la Chine qui avait utilisé des shockwaves pendant une compétition pour aller aider à certains sportifs. Tu as dû voir des choses intéressantes aussi là-dessus, des thérapies un peu hors normes. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? Oui, ah mon Dieu. Ben, juste déjà en y pensant, à la Coupe du Monde ici en France, on n'a pas apporté de sport médical avec nous. On a utilisé le Ok. sport médical de la France. Donc déjà là, leur approche, leur kiné, en France, c'est pas comme les physios ici au Canada puis au Québec. Ils ont vraiment une approche un peu plus globale. Donc pour eux, c'était vraiment bon. J'ai un problème à l'épaule, mais ils regardaient plus le cas global. Et ça se peut, ça dépend Ah, évidemment wow. de la formation en physio ici. Ouais. Au Japon, j'ai déjà eu du shockwave aussi pour une tendinite que j'avais. Donc, ça dépend vraiment de l'approche. Puis, j'ai toujours adoré ça, poser des questions. OK, pourquoi est-ce que je choisis telle thérapie manuelle versus celle-là que j'ai dans le passé? Et c'est vraiment des discussions que j'ai vraiment adorées à travers ma carrière. Ah oui, ça va être intéressant. Puis quand tu gradueras, je te garantis que ça arrêtera pas. En fait, ça continue toujours. Puis c'est toujours fascinant de voir justement comment chaque pays carrément pratique complètement différemment les traitements. Il y a des barrières de langue aussi, justement, qui sont assez fascinantes à voir. Justement, tu sais, au Japon, est-ce que ils se mettent à jour comme nous en termes de littérature en anglais? Probablement pas. Ils ont probablement leur propre littérature. Même chose en France. C'était un défi intéressant entre la podiatrie qui n'existe pas en France comme nous ici, versus au Québec, qui est plus influencé par la podiatrie américaine, australienne, anglaise. Puis on voit vraiment comment ils ont pris deux chemins différents de la gestion des pathologies ou des orthèses plantaires, par exemple, qui sont complètement différentes. Toi, tu as eu un insight finalement de cette réalité-là en étant un athlète qui s'est fait traiter à différentes zones avec différentes approches. C'est quand même fascinant. Oui, oui, très. J'ai hâte de vivre ça de l'autre côté aussi en termes de futur podiatre. Oh yes, ça, je pense que tu vas avoir du fun là-dessus. Euh, Mettons que si tu devais donner des conseils à des jeunes aujourd'hui qui voudraient, par exemple, entrer en podiatrie, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je crois que je leur dirais vraiment de vous amuser le plus possible et aussi de pas stresser sur chacune des petits détails parce que je sais qu'en podiatrie, les études sont quand même très exigeantes. Mais pour moi, j'ai vraiment fait mes études pour que, OK, je sais qu'un jour, je vais être face devant un patient. Donc, qu'est-ce qui va me préparer le mieux possible pour répondre aux questions des patients, aux cliniciens quand je suis en clinique? Et ceci m'a vraiment aidé dans mon entrée clinique. Donc, je crois que quand tu es passionné de quelque chose, le nombre d'heures de travail ça va, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ça leur fait peur, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé ce processus-là d'études pour me former dans l'étudiante que je suis aujourd'hui et puis la future pédiatre que je vais être. Puis au niveau athlétique, justement, là, toi, tu vis la transition donc entre tes carrière en cours au niveau de la natation, puis vers transition vers la vie professionnelle. Est-ce que tu penses continuer, on n'avait pas répondu, je pense, à la question plutôt justement, la vie d'un athlète de natation, euh, quand est-ce que on détermine que c'est peut-être fini, ish?
irréellement, hein. Je pense à certains athlètes qui ont au-dessus de 40 puis ils continuent quand même à performer. En natation, ça ressemble à quoi le lifespan, justement? Puis comment toi tu vois ça? Oui, donc pour nous, habituellement, notre pic de notre carrière physique se fait à mi à fin vingtaine. OK. Puis ensuite, tu pourrais continuer jusqu'aux trentaines et même quarantaines. Il y a même des athlètes olympiques qui ont continué à ce point-là. Mais au Mhm. Canada, on ne subventionne pas nos athlètes comme les autres pays. Et donc, pour moi, les Jeux olympiques de Paris vont être vraiment mes dernières. Et je pense que je OK. suis prête avec cette décision-là. J'ai vraiment déjà tout accompli ce que je voulais dans ce sport-là. Et je suis prête à tourner la page. Mais oui, quand même, mi-fin vingtaine, fin vingtaine, un petit peu où je suis en ce moment, c'est parfait pour moi. C'est pas mal la fin, parfait. Ah, c'est hâte quand même. Mais oui, ça, comme on dit, il y en a qui vont continuer un peu plus loin. Puis, comme tu disais, donc, le gouvernement, il y a des subventions jusqu'à un certain âge. Après ça, il arrête ça, il dit non, toi, c'est assez. Comment ça marche là-dessus? Donc, c'est différent à chaque pays. Ici au Canada, on se donne un petit peu un brevet sportif. Donc, pour ça, c'est même pas assez pour payer ton loyer complet, je dirais. Ouais. Mais c'est un petit quelque chose pour aider nécessaire à ça, pour payer un petit peu ton loyer, ou soit la nourriture, ou payer des frais d'entraînement. Juste un petit peu quelque chose pour t'aider là-dedans. Mais c'est pour ça aussi que les athlètes comme moi dans le passé, on a travaillé aussi en même temps pour pouvoir soutenir notre carrière sportive et académique en même temps. Mais il y a des autres pays aussi qui, les athlètes olympiques font partie de leur armée, par exemple, où sont payés un salaire mensuel. Donc, pour eux, ils peuvent vivre là-dessus. Et après leur retraite, ben, ils sont quand même très confortables pour le restant de leur vie aussi. Ah, c'est facile. Donc, ça dépend. Et aussi, il y a des prize money aussi. Donc, à chaque compétition, par exemple, les championnats du monde que je viens juste d'ailleurs d'y aller à Doha, à Qatar, il y a un prize money qui est associé avec. Puis, avec le médaille d'or que j'ai gagné, malheureusement, ma fédération ne va pas partager l'argent avec tout ça. Ah Donc, non, t'es ça sérieux? va à la Il garde fédération. ça? Oui, c'est ça, ils gardent ça. Donc, oui, je pourrais faire facilement une carrière avec mes winnings s'ils partageaient ça, mais c'est correct aussi. Là, je sais que l'argent va aller au grassroots sport pour vraiment pouvoir continuer à développer la prochaine génération. Sans être politique, est-ce qu'il y a un débat en ce moment dans le milieu sportif par rapport à ça? Est-ce que c'est un sujet controversé ou pas super, ça va, c'est quand même accepté? Je dirais que c'est touché comme sujet, puis Ouais, chaque hein? sport, puis chaque fédération sportive le fait de différentes manières. OK. Quelque chose qui vient juste de sortir dans les médias récemment, c'est que l'Athlétisme Canada, c'est la première fédération sportive au Canada qui vont donner un prize money à leurs athlètes aux Jeux olympiques. Donc, si tu gagnes une médaille, ils vont partager, je pense que c'est 100% de tes winnings. Donc, Ah ça, ouais. c'est vraiment très super. C'est un bon step pour les athlètes dans le sport. La natation artistique, on a quand même un long chemin à faire avant ça, mais on sent bien. Il y a des sponsors aussi, je présume, qui vont vous sponsoriser puis avoir aussi quand même des revenus avec ça. Ou est-ce que c'est la fédération qui les reçoit, ceux-là aussi? Ça dépend, c'est quel type de sponsorship. Donc, OK. avec le COC, le Comité olympique canadien, il y a 4 différents types de sponsorship. Il y a un dans lequel que je vais être un partenaire avec Canadian Tire avant les Jeux. Donc, ça, c'est juste moi avec Canadian Tire. Parfait. Mais avec les autres types de sponsorship, la fédération rentre dedans aussi. Donc, ils prennent un pourcentage aussi. Donc, ça dépend de quel type de sponsorship que tu as. Parfait. Fait que oui, désolé, ça a coupé un petit peu. Fait que comme on disait, on parlait des sponsors par rapport à ça. Tu es avec Canadian Tire, qui est quand même super fun par rapport à ça. Parce que c'est un partenariat avec toi. Tu avais trois autres catégories que tu disais. Oui, c'est ça. Il y a donc 3 autres catégories et je crois que chacune de ces catégories, soit la fédération prend un certain pourcentage. Donc, c'est Mhm. vraiment, il y a des choses qui sont négociables et il y a des choses qui sont pas négociables. Mais c'est ça. On est toujours en discussion avec. Puis, je fais partie du comité des athlètes du Comité olympique canadien. Donc, on est toujours en discussion avec eux. Ils sont toujours très ouverts aussi à entendre les athlètes pour avoir le meilleur intérêt des athlètes sur la table aussi. Je comprends. C'est un peu comme un syndicat en quelque sorte des athlètes envers la fédération pour pouvoir justement améliorer les conditions et autres. C'est ça? Un petit peu? Effectivement, un peu les conditions, mais aussi ça nous permet de nous exposer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe derrière les scènes aussi, parce qu'aux Jeux olympiques, oui, on pense souvent juste aux athlètes, puis il y a tout le côté légal aussi, le processus de sélection, il y a aussi des avocats en call, donc je fais partie des commissions de finances sur le Comité olympique canadien, le comité légal aussi, donc ça m'expose aussi sur qu'est-ce qui se passe tout derrière les scènes qu'on voit pas Cool comme aussi. athlète. Donc, Ouais. c'est encore plus de fun aussi de savoir, bon, c'est pas juste les 2 semaines des Jeux olympiques que toute la préparation se passe. Il y a tous les documents légaux de sélection, que ça se passe à travers les pays internationaux et tout ça. Donc, c'est très eye-opening. Ouais, vraiment, tu as un backstage view de qu'est-ce qui se passe par rapport à ça.
Ça va être fun. Fait que là, tu pars quand? C'est quoi le plan là pour les Jeux Olympiques de Paris? Est-ce que tu vas t'entraîner encore au Québec ou est-ce que tu te déplaces là-bas? C'est quoi le timeline pour ça? Oui, donc en termes de timeline, je suis à Montréal jusqu'en fin mai. Ensuite, je pars à Toronto pour la Coupe du Monde. Et ensuite, de retour en juin à Montréal à Parc Jean-Drapeau pour l'entraînement dehors. Et ensuite, fin juin, je pars en Hongrie à Budapest pour la Coupe du Monde là-bas. Et ensuite, de retour à Montréal pendant une semaine, je crois. Et ensuite, de retour en France pour un camp d'entraînement à Monceau. Et ensuite, à Paris pour les Jeux Olympiques. Fait que, 2 mois assez légers, très simple là-dessus. Oui, c'est ça, assez simple. Pas Décalage horaire, grand-chose est-ce qui que se ça, passe. voilà, est-ce que ça t'affecte ça le décalage horaire? Parce que là, tes déplacements, j'étais comme, ok, mais va être en décalage tout le long. Pas trop difficile là, par rapport à ça, ça va bien? Je dirais qu'il faut s'habituer en termes d'athlète. En Ouais, Asie, en Europe, tu prends la mélatonine, tu t'habitues parce qu'il faut que tu t'entraînes à n'importe quelle heure de la journée, que ça soit 3 heures du matin ou à 3 heures l'après-midi. Il faut que ouais, ton corps soit prêt dans n'importe quel scénario. c'est fascinant. Très inspirant. Définitivement beaucoup de résilience, beaucoup de force, beaucoup de caractère. Très impressionnant pour tout ça. Non, mais merci. Merci, Jacqueline. Ton parcours est vraiment inspirant, très motivant. J'espère que ça va continuer à motiver beaucoup de gens à participer, à vouloir s'impliquer au niveau des organisations. Puis, définitivement, on a hâte de t'accueillir dans la podiatrie et d'être des collègues dans quelques années. Ça va aller vite, je pense. Puis, Oui. je voulais te donner la parole si tu avais un message à donner final, que ce soit comment dire, aux athlètes qui veulent transitionner à la vie normale ou en général. Je dirais, ouais, apprécier chaque moment parce que être une athlète, tu peux seulement faire ça pendant une très petite fenêtre de ta vie. Donc, apprécie tes derniers moments avant de rentrer dans ta carrière de, de, de normale, De la de fin. personne normale, je dirais. Il y a d'autres défis, comme on dit, hein. C'est une porte ferme pour qu'une autre s'ouvre pour d'autres défis là-dessus. Est-ce que tu penses t'impliquer justement dans le domaine pédiatrique au niveau de ordre, association, au niveau du bénévolat? Tu es quelqu'un de super impliqué, fait que je serais pas surpris que ce soit dans tes intentions probablement. Absolument. J'aimerais toujours garder un petit peu un pied dans le monde du sport, mais j'aimerais également m'impliquer quand le temps me permet au niveau de la podiatrie aussi. Oui, parce que je pense que tu l'as remarqué qu'on a encore beaucoup de travail d'éducation, que ce soit du public, des autres professionnels de la santé, même entre podiatres. La mission un peu de ce que je fais aujourd'hui, c'est d'éduquer un peu les gens sur ce qui se passe à l'interne même au niveau de la profession. Fait que non, définitivement, on a bien hâte de t'avoir avec nous. Merci encore. Ça a été le fun et merci à vous d'avoir écouté aujourd'hui notre épisode. Puis je vous dis à bientôt.